Salut, moi c'est Enzo Colucci et bienvenue dans Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Le concept, c'est d'échanger avec des personnes du quotidien sur ce qu'elles considèrent être leur plus bel échec, un tournant de leur vie. On va parler d'échecs sous toutes ses formes. Et ce qui est magnifique quand on parle d'échec, c'est qu'on met notre ego de côté et qu'on redevient tous égaux. Donc là, je te propose de réussir à être confortable dans l'inconfort. Tu me suis ? On s'en fiche que tu te plantes. La vie te mettra toujours des pierres sur ton chemin. Mais c'est à toi de décider si tu veux en faire un mur ou un pont. Alors j'espère que l'épisode te plaira. Merci beaucoup d'être l'invité aujourd'hui de Phoenix, l'échec mention très bien. Merci à toi. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Du coup, Laurent David, tu viens de sortir donc un livre aux éditions L'Aube qui s'appelle L'éloge de la défaite avec donc Jérémy Pelletier. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Alors, c'est un livre qui vient de sortir. C'est entre le manuel et l'essai philosophique et ça raconte en fait comment on chute, comment on est défait. Ça nous parle de nos erreurs et de nos échecs. Et ça nous montre aussi qu'il y a après l'échec parfois peut-être une possibilité de rebond. Et en tout cas, ça nous illustre les 1000 façons de perdre et de relever la tête en fait. Ok, pas mal d'exemples du coup, et vous dialoguez donc avec Jérémy. On parle en fait, on s'appuie tous les deux sur deux théâtres qui nous semblent intéressants et qui montrent en fait nos défaites à nous dans nos petites vies en plus grand, qui sont la politique et le sport, et qui sont deux territoires où, et c'est ce qui nous a intéressé, où l'on perd souvent et où l'on gagne aussi, et où en tout cas on se remet en cause. Et c'est ce qui nous intéressait. On analyse, on peut en citer des noms, mais ça va de Juppé à Valls, ça va d'Hollande à Sarkozy, gauche et droite confondues. Il n'y a pas de considération de parti en tout cas. Et il y a aussi des sportifs, ça va de Gasquet à Riner, ça va de Mbappé, Ginola, Tyson, Jordan. Ça montre aussi que les grands champions et ceux qu'on est habitué à avoir gagné souvent, de façon catégorique, comme je pense à Jordan, Messi, Tyson aussi, qui se sont illustrés en étant des vainqueurs et des vrais winners, avec tout ce que ça peut avoir de péjoratif, d'agaçant, ont aussi chuté et en tout cas se sont construits autour d'échecs. On est d'accord. Et toi, du coup, aujourd'hui, Laurent David, c'est quoi ta définition de l'échec ? Alors, c'est assez intéressant, je réfléchissais à cette question parce qu'on me la pose souvent dans le cadre de la promo. Pour moi, l'échec, c'est à la fois une façon de se confronter donc au réel, parce que c'est vraiment ça, c'est de se rappeler qu'on ne vit pas dans une bulle et qu'on ne vit pas pour nous, mais qu'on vit entouré dans un monde. L'échec, c'est un peu le fait de prendre conscience de nos limites. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure tous dans nos vies, qui que l'on soit, où que l'on vive, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit jeune ou vieux. Ça commence d'ailleurs dès la cour de récréation, et c'est ce que je raconte d'ailleurs dans le début du livre. Les premiers échecs et ceux qui marquent. Et la première fois où on est confronté à une sorte de défaite, c'est dans la cour de récréation ou dans les parties, dans les jeux qu'on fait avec nos camarades sous le préau dans la cour. On gagne, on perd, on est parfois triste d'avoir perdu, on est parfois catalogué comme le défait ou comme le grand vainqueur. Et de cette identification-là, découlent des cases et on est vite vu comme un gagnant, comme un perdant, et on se construit avec ça aussi. Et ce qui m'intéresse aussi, et c'est ce que je montre dans le livre, c'est qu'on rentre ensuite dans des typologies. Alors moi, j'aime bien le romantisme, donc les losers magnifiques et les perdants sublimes, comme ceux de Séville en football, comme Gasquet aussi parfois, immensément doué, mais qui chutent aussi souvent, me plaisent, parce que c'est des modèles qui sont émouvants et qui nous rappellent à tous qu'on est assez humain en fait. Et ma définition de l'échec, c'est peut-être ça. C'est ce qui nous rappelle à notre humanité. Et toi, du coup, tu t'es également construit donc sur des échecs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous en parler ? C'est quoi peut-être un ou deux échecs qui t'ont marqué comme ça dans ta vie, qui te permettent d'être quitté aujourd'hui ? Il y en a plusieurs. Alors, il y a les échecs qu'on connaît tous et qui sont communs à ceux qui nous écouteront aussi. Donc, il y a les deuils, il y a les ruptures. Je pense que les peines de cœur sont des échecs et sont assez intéressants parce que c'est des échecs d'ailleurs qui nous racontent les cycles et qui nous racontent que perdre, c'est une affaire de temps long en fait, parce qu'il y a le choc de la défaite, il y a le moment où on s'en rend compte, c'est la rupture, quand on nous annonce par exemple qu'on est quitté. C'est difficile peut-être à vivre, on peut pleurer, on peut être mal, on peut avoir l'impression que la vie ne sera plus la même, et voilà, on peut avoir une phase de dépression assez sévère et forte.
Après cette phase-là, normalement, il y a toujours le temps du rebond et en tout cas, il y a une phase d'acceptation et c'est ce qui est intéressant. Quand on perd, c'est ce que je dis dans le livre, quand on gagne, on ne se remet pas en cause parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne et en tout cas, on a la prétention de savoir qu'on a gagné et que nos recettes sont les bonnes, donc on les questionne assez peu en fin de compte. Perdre, ça nous fait nous remettre en cause, nous poser des questions sur notre modèle, sur nos façons de faire, sur nos visions. Et c'est encore une fois le réel qui retape à notre porte et qui nous interpelle. Donc il y a ces défaites-là. Les autres échecs, c'est des échecs un peu plus personnels. Moi, je vis de ma plume, et en tout cas, j'écris des romans, des essais. J'écris en presse écrite aussi, et donc tous les jours ou presque, je suis confronté à une sorte de page blanche, et c'est une sorte de vertige qui fait que tous les jours, face à l'ordinateur ou face à son carnet, on a ce sentiment que les phrases qu'on couche sur le papier sont assez imparfaites, qu'on n'exprime pas tout à fait ce qu'on voudrait, qu'on fait pas passer l'entièreté du monde que l'on voudrait reproduire. Je pense qu'écrire, c'est ça, c'est perdre souvent. Et comment est-ce que tu surmontes du coup cet échec, entre guillemets, donc de la page blanche au quotidien ? Qu'est-ce que tu fais du coup pour surmonter ça ? Bon, la clé, c'est beaucoup de travail parce que ça vient pas comme ça et avec le temps, on comprend que plus on écrit, mieux on écrit. C'est souvent une vraie leçon et ça vaut pour l'écriture, mais pour d'autres domaines aussi. Hein. Y a la répétition du coup. La répétition du coup qui fait qu'on a des automatismes qui s'installent et qu'on devient meilleur et qu'il y a une sorte d'inné il y a des choses qui glissent un peu seul. Il te faut une constance aussi du coup, c'est-à-dire que vraiment tu t'obliges entre guillemets à tous les jours écrire un certain nombre de temps ou de pages ou... J'ai commencé un peu plus jeune, donc quand on a 18 ou 20 ans et qu'on commence à écrire, on est dans une sorte de mythe de l'écrivain maudit, écorché vif, qui écrit le soir, qui... En robe de chambre. Oui, c'est ça, voilà, dans la pénombre. Enfin, il y a un truc un petit peu comme ça quand on commence à écrire. Ça peut marcher, ça peut être le cas, et parfois je le fais encore. Mais enfin, en tout cas, ce qui marche quand on veut venir au bout d'un livre, qu'on écrit des livres de 200 pages, 250 pages, des documentaires ou autres, c'est d'écrire tous les jours et de se mettre à sa table. Moi, j'écris bien le matin quand la ville est encore calme et quand tout est calme et il y a quelque chose un peu de sa bulle et du fait qu'on se plonge en soi-même pour en sortir le meilleur, c'est un peu ça. Hein. Et l'écriture, d'ailleurs, c'est comme le sport. Hein. On repousse un peu ses limites et parfois ça arrive assez peu, mais il y a des instants de grâce, des moments de grâce et où on sort et où il y a grosso modo peut-être presque une main qui vient et qui nous tient la plume et qui nous fait écrire des lignes et des pages qui sont meilleures que ce qu'on pensait pouvoir faire. Ok, genre sur une session d'écriture. Oui, c'est ça. Ok. Comme les sportifs, comme dans nos vies aussi, il y a des jours où on a une sorte de mojo, de choses qui fait que tout s'aligne et ça marche très bien et c'est très fluide. C'est les mystères de l'inspiration. Et ça, du coup, tu y arrives tout seul ou est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec soit ta compagne, soit du coup ton collègue d'écriture, là en l'occurrence Jérémy, ou c'est des choses que tu arrives à surmonter toi tout seul à chaque fois ? Alors, normalement, et c'est le problème de l'écriture et c'est sa beauté aussi, c'est que c'est un exercice de solitude totale. C'est ce qui fait qu'on peut écrire des centaines de pages et se rendre compte à la fin que ça ne vaut pas grand-chose et en les faisant lire, on se confronte à un lecteur qui est difficile et qui ne comprend pas en fait. Ça, c'est la première des choses. Dans ce livre-là et pour ce livre-là qui est une sorte d'essai et de guide court, sous forme de débat, de questions-réponses, on a procéder un peu comme on le fait maintenant, c'est-à-dire qu'on a discuté. Ça vient de la discussion et de cette discussion-là émergeaient des thèmes, des chapitres, des typologies de l'échec. Et ensuite, il y a une phase de réécriture pour rendre ça un peu plus fluide et pour rendre ça lisible parce que il y a le langage parlé. Moi, j'ai un souci de la plume et du beau texte et je pense que le livre aussi est un objet. On voulait en faire un objet qu'on pouvait offrir comme une sorte de cadeau, qui pouvait être réconfortant dans les phases de dépression, c'est peut-être un grand mot, mais un petit peu down. Et quand on est confronté à un échec ou quand on voit l'échec arriver, ce livre-là peut donner peut-être quelques clés. En tant que du coup qu'écrivain, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Du coup, c'est comme on va dire un entrepreneur, t'as des phases justement, des sortes de montagnes russes, auxquelles t'es confronté quotidiennement également. Oui, il y a ça. Il y a des montagnes russes mais en fait, la vie, c'est ça. C'est une métaphore de la vie. Et je pense que l'économie et que le monde de l'entrepreneuriat le comprend et le raconte bien et le storytell très bien, ça.
Ce livre-là, il s'inscrit aussi comme il s'inscrit en faux contre une vision un peu américaine du business décomplexé qui fait que tout nous sert et tout est très utile et que perdre c'est super. C'est un peu le sens de beaucoup de talk TED qui nous racontent avec emphase, c'est super, j'ai perdu, c'est super, j'ai perdu 10 millions d'euros, 10 millions de dollars que j'ai levés, ça m'a aidé, je suis un homme meilleur après ces expériences-là, peut-être. Sauf que dans nos vies à nous, normales, classiques, on n'a pas toujours l'opportunité de perdre. Et en tout cas, après nos défaites, quand on perd, il y a des conséquences. Et c'est ce que je voulais raconter. Les conséquences de la défaite, elles nous servent parfois avec le temps, mais elles sont parfois rudes. Et il faut pas mentir au lecteur. Moi, j'ai pas envie de cacher. Alors, c'est mon côté un peu, c'est mon fond de pessimisme à moi. La vie en tout cas est grise, tout n'est pas rose et on ne vit pas tous dans un confort ouaté avec la possibilité de perdre et de se relever instantanément. Il y a une vraie notion d'équilibre dans la vie avant tout, bien sûr. Quand tu parles de gris, c'est ça, je suis entièrement d'accord. C'est ça, je pense que, je sais pas ce que tu en penses, mais on le vit tous. Clairement. Ouais, bien sûr. On est tous confrontés à ça au quotidien. Mais toi, qu'est-ce que tu peux du coup conseiller à des gens qui sont confrontés du coup à ces phases de down au quotidien? Parce que bien sûr qu'on peut pas tous s'identifier à des TED Talks. Aujourd'hui, on dit d'ailleurs, c'est drôle dans la Silicon Valley, que les mecs n'investissent pas si t'as pas planté déjà plusieurs boîtes. Ça ne les intéresse pas en fait. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu conseilles à des gens plutôt du quotidien qui sont confrontés à toutes ces petites phases de down? Il y aurait plusieurs clés, plusieurs conseils, même si j'ai pas la prétention d'avoir écrit une sorte de guide, hein. Mais en tout cas, les conseils que j'ai, c'est déjà de se méfier de ce qu'on voit un peu tous dans nos vies à nous, la vie Instagram, la vie des réseaux. On se montre tous sous notre meilleur jour sur les réseaux. Et en fait, ce qu'on montre sur ces réseaux-là, sur Instagram notamment, c'est nos séries de victoires du quotidien. C'est assez consumériste aussi, donc c'est peut-être un nouvel achat, une nouvelle voiture, nos vacances paradisiaques au bord d'une plage, c'est assez drôle d'ailleurs de voir les gens l'été qui se prennent en photo sous des différents angles ou qui vont prendre leur super muesli. C'est ça, c'est des vies merveilleuses, c'est des gens qui sont à l'écoute de leur corps, c'est des gens beaux et musclés, qui sont souvent beaucoup plus riches qu'on ne le pense, c'est des très beaux couples aussi, des beaux enfants, enfin il y a un petit peu ce côté-là, des soirées enflammées, des trucs. C'est très utopiste, mais est-ce que du coup ça pousse quand même pas les gens à se surpasser? Parce que du coup, comme tu dis, on montre une hyper belle image de soi, c'est un peu surtravaillé, on est d'accord? En fait, il faut savoir ce qu'on y fait, ce qu'on y trouve et ce qu'on va y voir. Quand on est conscient de ça et quand on est conscient qu'on s'y montre tous sous un beau jour, il peut y avoir un effet de booster. Moi, j'aime bien Instagram parce que pour le coup, c'est beaucoup plus positif. Il y a cette théorie-là des réseaux sociaux classés par typologie. Instagram est positif et en tout cas nous montre sous des jours glorieux. C'est le contraire de Twitter qui laisse peut-être de plus en plus, en tout cas, la place à la petite phrase, à la mesquinerie, au tacle, à l'humour aussi. Mais enfin, il y a sur Twitter quelque chose de moins bienveillant. C'est très très dur Twitter. Moi je suis pas très à l'aise avec, je l'utilise pas très bien, mais je sais que Twitter t'as des très très gros haters dessus. Ouais, c'est ça. Moi sont très méchants. Ouais. Moi avant je parle beaucoup de sport maintenant dans mes papiers, mais la grosse partie de mon travail c'est beaucoup de politique et de suivi au jour le jour de partis. J'ai suivi des campagnes pour le JDD pour ne pas le citer. La dernière présidentielle, on m'a envoyé d'ailleurs d'abord suivre le FN et ensuite les Insoumis, qui sont deux partis, quoi qu'on en pense, qui se situent donc à droite de l'échiquier et à gauche et qui impliquent une sorte de radicalité dans la façon dont on milite et dont on voit le monde. Et après chaque papier, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, et des papiers qui restaient assez objectifs, et le but n'était pas de porter une voix et un avis, mais de raconter ce qui se passait sur le chemin de la campagne. Il y avait des haters, et on se réveillait tous les jours avec, sur son fil, des dizaines de notifications, dont certaines qui empiétaient beaucoup sur le perso, raciste, antisémite, et voilà, enfin, voir ça tous les jours, c'est un peu plombant, et en tout cas, ça produit une sorte d'effet décourageant, on peut le dire, hein. Ce qu'il n'y a pas sur Instagram. Mais en tout cas, d'un côté ou dans l'autre, la certitude, c'est que c'est pas la vie réelle. Et que la vie réelle se passe, voilà, dans nos vies quand on sort dehors et quand on décroche un peu le nez de nos écrans, smartphones. Ça, c'est le premier conseil. L'autre conseil qui découle aussi un petit peu de ça, c'est de réhabiliter une sorte de temps long. Moi, je crois beaucoup au cycle et au temps. On vit dans une société très immédiate qu'on veut tout de suite et où il faut aller vite, une sorte de dictature comme ça du vite et du rapide.
Ce que je montre dans le livre, admettons, je me calque sur les exemples de Chirac et de Mitterrand qui sont, alors c'est catalogué comme de l'ancien monde. On l'a vu d'ailleurs quand Chirac est mort, il y avait une sorte de passion pour ce monde-là où on pouvait fumer, on pouvait boire, on pouvait manger du gras, on pouvait, ça allait aussi avec tromper sa femme ou son mari, ça allait avec des choses un petit peu admises et c'était la France des années 70, 80 qui avait ses défauts et son charme aussi. Et en tout cas, il y avait quelque chose, c'est qu'il y avait du temps. Chirac avait cette phrase d'ailleurs quand il allait au fin fond de la France, en Corrèze et même dans le sud-ouest, donc loin de Paris. Il disait c'est beau mais c'est loin et ça résumait ça et les gens étaient flattés et même touchés de le voir venir. C'est comme ça qu'il a gagné des campagnes. Il a commencé en étant formé dans les grandes écoles et en étant assez hautain. Chirac, c'est un type qui était très doué à la base, qui sortait, qui est une tête très bien faite et une sorte de requin et il y avait ce côté cheveux gominés qui voulait bouffer la vie. Il l'a fait pendant quelques années. Il s'est rendu compte que ça ne marchait pas et que les gens ne voulaient pas de ça. Et c'est en apprenant à voir les gens, à être au contact, à prendre le temps de faire campagne qu'il a commencé à gagner. Mitterrand, ça a été ça aussi. Il a échoué 3 fois avant d'être élu président en 81, avec des défaites qui étaient parfois ça s'est joué à très peu. Il a été le challenger du général de Gaulle quand on ne l'attendait pas et quand De Gaulle était encore une figure mythique. Donc c'était pour lui une victoire qui racontait des lendemains qui chantent. Et ça nous raconte aussi que perdre, c'est pas toujours négatif. En tout cas, que dans la défaite, il y a parfois les racines et les germes de la victoire à venir. Ce qui est intéressant, mais enfin, il a aussi beaucoup perdu et c'est 2 politiques de droite comme de gauche qui étaient catalogués comme des perdants pendant assez longtemps. Du coup, tu veux dire qu'il faut voir les choses vraiment sur le long terme? T'as cette notion de temps à avoir en priorité? Nous deux, on est à peu près le même âge et on est assez jeunes, donc pour nous, Chirac et Mitterrand, c'est des présidents de la République et c'est des gagnants et c'est des hommes de pouvoir. Pour des gens de l'âge de nos parents et de nos grands-parents, c'est plutôt Chirac et Mitterrand, ça a été des perdants toute leur vie qui, à un moment, ont fini par gagner parce qu'ils ont compris, ils ont retenu les leçons de leur défaite. Ce qui peut nous inspirer à nous et ce qui peut nous dire que on peut être imparfait à 20 ans, 30 ans et se construire au fur et à mesure et comprendre un petit peu plus le monde et comprendre comment on peut gagner peut-être, triompher de l'adversité du monde à 30 ou 40. C'est une leçon assez positive et assez optimiste en fin de compte. Top. On parlait du coup là, tu parlais d'inspiration. On va pouvoir enchaîner sur les questions pour la mention, Laurent David. Tout à fait. Question pour la mention. Avec la première question qui est, pour toi, quelle est la personnalité la plus inspirante? Alors pour moi, les personnalités les plus inspirantes, c'est peut-être pas les personnes de notre époque très immédiate, c'est plutôt c'est des leçons de vie et donc pour tirer des leçons de vie, il faut voir des parcours sur le temps long et il faut mettre un terme aussi, peut-être il faut avoir mis un terme à ses vies pour comprendre de A à Z jusqu'où ça allait, de voir peut-être le sens. Les personnes assez inspirantes, c'est moi avant d'écrire ces livres-là, j'ai écrit un premier roman sur Kurt Cobain, le leader de Nirvana. C'est une trajectoire très courte puisqu'il est mort avant ses 30 ans et en même temps ça raconte un petit peu tout. J'ai fait un documentaire sur Vincent Van Gogh aussi, qui est pareil, c'est des écorchés vifs et moi j'aime bien ça. Des visions assez absolutistes de l'art et des visions assez entières et des personnalités qui font pas de compromis. Alors bien sûr dans nos vies, à nous c'est plus difficile quand on a un patron, quand on doit se lever, quand on travaille de 8h à 18h tous les jours et qu'on est dans une sorte de cycle malgré tout métro boulot dodo. On peut pas être entier, on peut pas dire merde à tout et on peut pas envoyer valser tout. Adèle Haenel nous l'a prouvé, on peut parfois se lever et se casser quand ça nous plaît pas et on peut parfois aussi imposer un petit peu nos vues quand même. Et je pense que c'est intéressant. Van Gogh et Cobain, s'il nous raconte quelque chose, c'est qu'il nous raconte qu'il faut pas transiger sur tout et en tout cas qu'il faut rester un petit peu soi dans nos pratiques et je pense que c'est en étant soi qu'on est souvent le meilleur, souvent, dans le cadre de nos vies. Je suis bien d'accord avec ça du coup. Bon, tant mieux alors. Prochaine question, Laurent David. Pour toi, c'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie? Je sais que c'est une question qui est pas évidente. C'est une question assez intéressante et sans tomber dans les pensées. Moi, j'aime bien la bienveillance parce que c'est quelque chose. Alors, je sais que maintenant il y a une sorte de backlash et qu'on voit ça comme une sorte de valeur un peu bisounours. Je pense que dans la vie, on n'est pas obligé d'être un requin, on n'est pas obligé d'être méchant et on peut gagner en ne marchant pas sur la tête des autres et en n'écrasant pas. Moi, j'essaye
tant que c'est possible et sans être parfait, sans vouloir être un homme bon, mais en tout cas on peut être un homme juste. C'est Jablonka qui écrit un livre là-dessus. Alors là il parle des rapports homme-femme, il dit en fait grosso modo que le but dans la vie c'est pas d'être un homme parfait, d'être un féministe, le meilleur de tous les féministes, mais c'est juste d'être un homme juste, et en étant un homme juste on approche déjà d'une sorte de pratique qui a de la valeur et qui nous aide tous. Donc oui, la bienveillance et la justesse, je pense que c'est intéressant. Malgré tout, il y a quelque chose quand même qui se passe autour de la passion. Je pense que les gens passionnés ont des ressources et trouvent en eux des ressources qui sont intéressantes. Alors, les passions, on voit ça souvent comme une sorte de don et comme quelque chose qui est un peu inexplicable et qui nous tombe un peu dessus. On a une passion pour le sport, une passion pour, je sais pas, pour la littérature, on collectionne les timbres, on collectionne les pièces de valeur et on sait pas pourquoi, mais en fait c'est des choses qui se cultivent, qui s'apprennent et c'est aussi une affaire de temps long. Faut bien commencer quelque part à un moment donné. Faut bien se passer à l'action avant de découvrir sa propre passion. C'est ça. Là, on en a deux. La troisième, ce serait quoi ? L'humilité, c'est pas mal. On vit dans une société d'ego et on a des dommages qui sont de plus en plus forts. En fait, on est dans un système et dans un monde qui nous pousse à dire je beaucoup et de plus en plus. Moi, j'ai été formé par des écrivains, par des grands écrivains, des gens qui avaient gagné des prix, des Goncourt, des Renaudot. J'ai vu à quel point l'ego pouvait pousser et à quel point c'est intéressant de s'écouter et d'écouter peut-être parfois peu les critiques, parce que grosso modo plus on écoute ceux qui disent de nous qu'on est mauvais, qu'on ne fait pas les choses de la meilleure façon, plus on écoute ça, plus ça nous plombe et plus ça nous empêche. Mais en tout cas on peut avoir un ego et on peut se construire autour de sa volonté propre en en prenant quand même en compte le monde et en tout cas en en se débarrassant d'un sentiment de supériorité et voilà, je pense, mais enfin tout va ensemble. Être un homme juste, être bienveillant et être modérer un peu les ravages de son ego, ça va un peu ensemble en fait. Clairement, c'est des belles valeurs du coup du sport. Toi qui prends des exemples de politiques et de sportifs dans ton livre, l'humilité, on sait que c'est une des vertus primordiales dans le sport. En fait, ce qui me fascine moi, c'est les sportifs et les champions, les politiques aussi, mais les sportifs surtout qui savent perdre et qui concèdent la défaite. Moi, je suis touché par ça, vraiment. On sait que perdre c'est difficile et si on fait le test autour de nous et j'invite les gens à le faire dans le cadre de leur famille, de leurs amis et de leur cercle. Quand on demande aux gens comment on a perdu et quand on observe les gens perdre, on voit souvent des comportements assez humains d'ailleurs, mais on voit des mauvais perdants. Je raconte ça dans le livre. Tyson, qui est un boxeur génial, magnifique, qui gagnait tous ses combats souvent après le premier round et même avant. Les chaînes de télé déboursaient des dizaines de millions pour diffuser ses combats qui se finissaient au bout de 40 secondes parfois. Et il était dominateur. Et là, il y avait quelque chose de l'ordre du don. Il y avait du travail, mais il y avait beaucoup de dons. À la fin de sa carrière, il rencontre des poids lourds qui, alors bon, lui, il vieillit aussi, il construit une sorte d'ego surdimensionné, il s'entraîne moins. Il est tellement persuadé d'être supérieur aux autres et de voler au-dessus du ring qu'il est mis parfois en difficulté à tel point que à la fin de sa carrière, c'est Holyfield qui est une sorte de géant, de muraille, de montagne, qui est moins doué que lui, mais qui travaille plus et qui encaisse un peu plus. Quand il est malmené, qui comprend que le combat va durer un peu et qu'en face, il y a des coups qui sont pas toujours très propres et la boxe, c'est aussi ça. Il y a un côté parfois un peu sale et pas un peu dirty en tout cas. Quand il comprend Tyson que ça tourne pas en sa faveur, il va mordre l'oreille de son adversaire, un geste donc qui est interdit, c'est sûr. Une fois, deux fois, d'ailleurs, c'est ce que je raconte dans le livre. Et il y a une sorte de volonté de ne pas concéder la défaite. Dans nos vies à nous, il faut qu'on apprenne à perdre. Et si le livre a peut-être une vertu, c'est en tout cas de montrer qu'on peut perdre mieux dans le cadre de nos vies et en mettant peut-être la rancœur de côté, en essayant d'en tirer des lois. Ok, donc la bienveillance, la passion et l'humilité. Oui. C'est beau. Il faut essayer. Alors c'est pas simple quand on dit comme ça, j'ai l'impression d'être une sorte de moine ou de bonze qui est parfait, qui vit sans emportement mais non, c'est pas ça, mais en tout cas mais c'est important de prôner des belles valeurs comme ça. Oui, c'est ça dans un monde où parfois c'est sans être anticapitaliste et voilà, mais on vit dans un monde d'égo, d'argent, de performance et en tout cas le culte de la performance. Et c'est ce que je raconte aussi par des exemples politiques.
on est rentré dans une ère de gagnants que j'appelle assez intégraux. Donc ça va de comme Mbappé et comme Macron d'ailleurs, c'est des êtres qui sont tellement doués qu'ils n'ont jamais perdu en fait et qui ne se sont jamais confrontés à une défaite. Notre président Macron est assez intéressant à ce titre-là. C'est un président qui a gagné et qui siège en tant que président en n'ayant jamais affronté le verdict des urnes auparavant. Au contraire de Chirac, d'Hollande, de Giscard, de Mitterrand, enfin tous ont commencé bas et ont gravi les échelons et ont compris ce que c'était que perdre. Pour Mbappé, c'est aussi, ça ressemble aussi. Le scénario est assez identique. C'est quelqu'un de tellement fort qu'il a été transféré avant ses 18 ans pour des dizaines, des centaines de millions d'euros. Et c'est quand on gagne aussi vite et aussi fort, il est champion du monde très tôt. Qu'est-ce qu'on peut accomplir quand à 22 ans on a tout eu, tout gagné, tout connu ou presque. C'est une question qu'on se pose et c'est assez rassurant. Gagner et perdre, c'est un peu le cycle de la vie. Quand on a tellement gagné, parfois, je souhaite à personne de gagner tout le temps. Ça me va. Ce qui est rassurant aussi. J'essaye de trouver dans le pessimisme, il y a des leçons. Bien sûr. Il y a ce dogme-là. Je passais sur RMC récemment et c'est des gens qui sont assez obsédés par, en football en tout cas, l'after-foot pour ne pas les citer, réfléchit beaucoup à la question suivante et la phrase suivante qui est une sorte de slogan et de mantra qui dit que seule la victoire est belle. C'est ce qu'on entend beaucoup maintenant en football et ça rentre dans le cadre du culte de la performance. C'est parce qu'on retient que ça à la fin quand il te reste des records, justement tu te rappelles du gagnant. Mais la défaite, elle est autant plus belle. On se rappelle du gagnant, mais en fait quand on se planche sur les défaits et les perdants, on se rappelle d'eux et admettrons, est-ce qu'on préfère les fans de foot, les fêtes de foot un peu d'une époque qu'on n'a pas connue nous autour du micro, mais se rappelle de Cruyff et M. Cruyff. Cruyff a beaucoup gagné en club, mais il a échoué avec son pays et sa nation, et c'est l'échec qui l'a rendu fort et qui l'a rendu beau et qui l'a rendu, qui l'a fait atteindre une sorte de rang dramatique, comme une sorte de dieu grec. Cruyff, il y a un petit peu de ça et on l'aime parce que c'est ce qu'il a perdu en fait. Il y a des gagnants intégraux, il y a des Beckenbauer, machine allemande qui gagne et qui est très très efficace. C'est beau aussi, hein. Mais les poulies d'or, ceux qui échouent, sur la deuxième place du podium, qui vacillent, qui chutent, qui sont assez humains en fait dans leur défaite, dans leur art et dans leur génie. On peut être un génie et perdre et perdre et ne pas être efficace tout au long de sa vie. C'est intéressant aussi. La suite, Laurent David, toi en plus en tant qu'écrivain, ça doit être super intéressant. J'ai hâte de te poser cette question. C'est quoi pour toi ta dernière lecture inspirante ? T'as pas le droit de me dire ton livre. Alors, non, j'ai pas la prétention de, je suis pas Alain Delon. Les dernières lectures inspirantes, moi il y a des plus que des livres, il y a peut-être des auteurs qui m'inspirent. Régis Geoffrey qui parle de son père, c'est un livre qui s'appelle Papa, qui est brillant et il raconte aussi, c'est une sorte d'éloge de la défaite en creux. Il raconte la vie. Alors on sait jamais si tout est réel et tout est faux, tout est vrai. C'est la puissance littéraire et des mots. On sait jamais où on est, on sait jamais si l'écrivain nous ment ou pas. Et l'écrivain joue d'ailleurs avec ça dans son livre. Il nous raconte l'histoire de son père qui était sourd et qui devient sourd, de plus en plus sourd au fur et à mesure de sa vie. Et donc, quand on est sourd, on s'enferme souvent dans son monde et on communique de moins en moins. Et il raconte ses liens et son lien un peu absent avec un père qu'il a assez peu connu finalement, puisque son père lui transmettait assez peu. Donc lui a transmis quand il était un jeune enfant, mais au fur et à mesure et à l'âge de se construire en tant qu'homme et d'apprendre de son père, il a pas pu en fait se confronter à lui. Et et ça raconte aussi le temps long, la patience. Ça raconte aussi, c'est assez inspirant. Ça raconte nos rapports aux autres aussi. Ça raconte que dans la vie, on a des défaillances qu'il faut faire avec. Et Geoffrey, ou en tout cas le personnage de Geoffrey dans le livre, a un peu de mépris pour ce père qui est pas grand et musclé, qui s'enferme, qui ne lui apprend rien et qui pense-t-il ne lui apprend rien. Et c'est quand lui, en tant que père, se retourne sur son passé et en atteignant l'âge de son père, en fait, à 60 ans et quelques, il comprend que son père lui a apporté un peu plus que ce qu'il pensait. Ça, c'est assez intéressant. Je mettrai dans la description. Ça, tu m'as beaucoup vendu en tout cas le livre Papa. J'espère. J'ai très envie de le lire. Avec grand plaisir. Dernière question pour la mention, Laurent David. Dis-moi. C'est quoi ton prochain objectif que tu t'es fixé ? Les
Prochains objectifs, moi j'aime bien avoir des plans B, des plans C, et à chaque fois, alors c'est assez angoissant aussi parce que toujours se remettre en cause et toujours, moi j'ai toujours une sorte, j'essaye d'avoir un tour d'avance. En tout cas, c'est le prochain livre et je me demande un petit peu, comme ce livre-là, oui, marche bien, la promo dépasse un peu les attentes et je comprends que plus on écrit sur les failles, sur les défaites, plus on parle de façon assez dépouillée aux gens et de façon assez vraie au lecteur, plus je pense que ça impacte et qu'on a une voix qui porte. Ouais, ça fait naître des envies d'écriture. Il y a des projets de documentaires, il y a des projets de livres qui sont en route. Voilà, le prochain devrait venir d'ici, j'espère 1 an ou 2, mais en tout cas on y travaille. Et au jour le jour, c'est de combattre ce vertige de la feuille blanche, de la page blanche. C'est un peu ça. Trop cool. Je te souhaite forcément du coup le meilleur pour ton Merci. prochain livre. Dernière chose avant qu'on Ouais. se quitte, du coup, Laurent David, c'était super sympa. Est-ce que c'est un petit rituel maintenant dans Phoenix? Tu arrives à me résumer tout ce qu'on s'est dit là depuis tout à l'heure en une phrase. Faut être concis, bien sûr. une phrase de fin. C'est la Voyons tienne. voir. Ce qu'on se dit et ce qu'on peut se dire, c'est que c'est un peu les vertus de l'échec, pour reprendre le titre d'un livre, et en tout cas, c'est de pas se faire une montagne du fait de perdre. Tout le monde perd un jour ou l'autre. On perd tous les jours de sa vie. On peut gagner aussi. En tout cas, c'est apprendre à composer avec. Parfait. Ce sera le clap de fin. Merci beaucoup Laurent David pour ton Merci. temps. C'était super sympa. Merci à toi. Et puis pareil, du coup, je mettrai bien évidemment le livre, du coup, l'éloge de la défaite en description. Et tout le meilleur pour toi, du coup. Merci. Salut! J'imagine que si t'es encore là, c'est que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je suis ravi et j'espère que t'en ressors avec beaucoup de gratitude et surtout l'envie de tenter des choses. Je peux que te souhaiter de te planter. D'ailleurs, si jamais tu penses à une personne autour de toi qui serait susceptible d'aimer nous partager son plus bel échec, n'hésite pas à me donner ses coordonnées ou lui dire de me contacter directement à phoenixpodcast@gmail.com. Et enfin, si tu peux juste prendre 30 secondes de ton temps pour aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me permettre de faire connaître Phoenix à un plus grand nombre, tu serais vraiment au top. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.